Bienvenue à Bruxelles pour la 300e d'ici l'Europe sur France 24 et sur RFI. Alors, nous sommes dans la très belle bibliothèque Solvay, au cœur du quartier européen, et nous avons le plaisir de recevoir un duo de dirigeants clés de ces institutions. Nous sommes avec Jean-Claude Juncker, bonjour. Bonjour. Président de la Commission. Vous avez été, je rappelle, Premier ministre du Luxembourg pendant 18 ans, membre 19. Membre du Parti populaire européen, vous avez pris la tête de l'exécutif il y a tout juste 2 ans. Martin Schulz, bonjour. Vous siégez au Parlement depuis 22 ans et vous êtes même le président de ce Parlement depuis 2012. C'est déjà la fin de votre deuxième mandat. Alors, vous avez tous deux accepté notre invitation au moment où l'Europe est un peu dans la tourmente. Le Brexit, qu'on présentait comme un choc surtout pour les Britanniques, a eu un impact moral sur l'Union et ses citoyens, bien plus important que tout le monde l'avait prévu, Jean-Claude Juncker. Je prends Martin Schulz comme témoin. Je n'avais pas exclu un tel résultat. Et donc, ce résultat ne m'a pas trop surpris, ne fût-ce que pour la raison que beaucoup d'hommes politiques britanniques, sinon tous, à part quelques exceptions vertueuses, ne cessaient de dire du mal de l'Europe. Mais au-delà de la signification intra-britannique, c'est évidemment un appel à l'Europe. Mais je n'aime pas l'idée que tous ceux qui avaient des critiques à formuler à l'égard de l'Europe se croient confirmés dans leurs critiques. Alors, Martin Schulz, en cette rentrée, l'Europe est assez désemparée. Jean-Claude Juncker, vous avez fait votre discours annuel devant le Parlement. Vous avez appelé les Européens à s'unir. Et puis, on a vu à ce sommet de Bratislava des 27 plus désunis jamais. Où est le plan B pour la relance de l'Europe ? Je ne suis pas tout à fait d'accord qu'à Bratislava, rien n'est passé. On n'a pas conclu comme il fallait. Mais il y avait quand même aussi une volonté de rester ensemble et d'éviter la déchirure. Ça, c'est déjà un progrès. Vous n'avez pas conclu comme il fallait, surtout sur la question très prégnante de la crise migratoire. Vous avez renoncé, Jean-Claude Juncker, à la relocalisation des réfugiés à travers toute l'Union face au refus persistant des pays de l'Est. Et pourtant, la crise migratoire bat son plein, en particulier vers l'Italie. Que vont devenir tous ces gens ? Tout d'abord, Bratislava n'était pas la réunion de la désunion. Il ne faut pas se tromper de cible. Parce qu'ayant été en salle, contrairement à d'autres, j'ai tout de même constaté une large intersection de vues entre les différents chefs d'État et de gouvernement, sauf une ou deux exceptions. Moi, je n'ai pas annoncé la fin de la politique migratoire que la Commission a proposée. Nous restons attachés à cette idée qu'il faudra apporter à la crise migratoire européenne, qui n'est pas seulement la crise de certains États membres, mais de l'Europe, une réponse faite de solidarité et de cœur. J'ai dit au Parlement européen, dans le discours que j'ai fait sous l'égide du président Schulz, qu'il faudrait que nous rapprochions davantage les points de vue entre, pour simplifier, l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, en disant que les mesures ne s'imposent pas par la seule volonté de ceux qui veulent l'imposer, mais que la solidarité doit aussi venir du cœur. Ça va prendre un certain temps quand même. On est d'accord que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de convergence. Nous savons de notre vie privée par ailleurs que les coups de cœur sont assez peu fréquents. Et donc, pour que l'amour naisse, il faut lui donner le temps nécessaire. Alors justement, sur cette question de la migration, Jean-Claude Juncker et Martin Schulz, on aimerait avoir votre position. En Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban, il demande à ses concitoyens de se prononcer par référendum contre les relocalisations de réfugiés. Ce que vous préconisiez, ça remet en cause votre autorité, l'autorité des institutions européennes. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut, chacun en fait à sa tête ? Mais le Premier ministre hongrois n'a pas cité la Commission ou le Parlement européen devant le juge européen. Il a cité ses collègues. Les gouvernements, ce sont les gouvernements qui, sur proposition de la Commission, appuyés et avec célérité par le Parlement européen, qui ont pris la décision. Donc, M. Orban s'inscrit en faux contre ses collègues. Il a souvent cité vos deux institutions comme empêcheurs de tourner en rond et puis nuisant à l'identité hongroise.
Et surtout, nous deux, personnellement, je vois les tracts distribués à l'Hongrie avec le photo de Jean-Claude Juncker et moi. Je trouve que nous sommes dans des situations dramatiques et il n'est pas le temps pour diviser. C'est la raison pourquoi moi, au-delà de ces arguments faux, appeler quand même Orban pour le rencontrer, pour le demander, est-ce qu'il n'est pas le temps d'éviter d'approfondir les clivages ou d'essayer de trouver des ponts sur lesquels on peut traverser ces clivages. Je reste fidèle à l'idée que l'Union européenne est basée sur le compromis et pas sur la confrontation. Si lui a choisi le chemin de la confrontation, il ne faut pas l'accepter. Je reste fidèle à l'idée que la meilleure réponse européenne à ces provocations, c'est l'offre pour le dialogue. Un tout autre sujet maintenant, la Commission et ses anciens membres. Plusieurs personnalités de la Commission précédente ont été éclaboussées pour des conflits d'intérêts, notamment celui qui vous a précédé à ce poste, José Manuel Barroso, qui travaille maintenant pour la banque américaine Goldman Sachs, qui va faire du lobby auprès de l'Europe pour cette banque. Alors certes, il a respecté le délai des 18 mois, mais ça passe mal dans l'opinion publique. Ensuite, nous avons eu des révélations concernant l'ancienne commissaire à la concurrence, Neelie Kroes, qui, on découvre qu'elle avait des actifs dans des paradis fiscaux. Vous lui avez écrit d'ailleurs. Est-ce qu'elle vous a répondu? Et est-ce que sa réponse vous suffit ou est-ce que c'est le moment de prendre des sanctions? Parce que leur attitude à ces deux dirigeants, ces deux anciens hauts dirigeants, scandalise les citoyens. Oui. Je le sais bien. D'abord, vous dites que M. Barroso est entré en conflit d'intérêts. Il faudra que nous le pouvions et que vous le pouviez. Donc nous sommes en train d'examiner le dossier, si j'ose dire, de M. Barroso. La même remarque s'y est à l'égard de Mme Kroes. Vous-même, ça vous avait choqué qu'il travaille pour cette banque? Je lui ai dit que j'ai dit que je comprenais, après avoir vu que M. Barroso avait respecté les délais, d'ailleurs des délais qu'aucun code de conduite dans aucun de nos États membres ne prescrit aux anciens membres du gouvernement, après avoir vu qu'il a respecté les délais, j'ai dit que oui, s'engager auprès de Goldman Sachs ne me paraissait pas être la bonne adresse. Mais nous sommes en train de vérifier tout cela et nous répondrons à toutes les questions le jour où nous serons en possession de nos réponses. Alors, Neelie Kroes, elle vous a répondu? Madame Kroes m'a répondu hier. Quoi? Mais je ne suis pas là pour dévoiler le contenu des lettres qui sont privées et confidentielles d'après les dires et les écrits de Madame Kroes. Donc je respecte le minimum de politesse qu'il faut avoir. Mais nous sommes en train de vérifier et en détail et le cas de M. Barroso et le cas de Mme Kroes. Alors, elle avait été entendue lors des auditions devant le Parlement européen, parce que déjà, elle était à la tête d'un certain nombre de grands groupes. Est-ce que d'abord, vous pouvez contrôler suffisamment? Est-ce que vous allez être plus vigilant à l'avenir? Et qu'est-ce que vous pensez de l'ensemble de ces affaires? Tout d'abord, ce qui se passe avec José Manuel Barroso et Neelie Kroes est un dommage pour l'image de l'Union européenne. Je partage l'opinion du président de la Commission qu'il faut vérifier, aussi pour éviter des préjugements. Mais sans préjugés, il faut quand même dire, ça c'est un grand dommage si les citoyennes ont l'impression que la plus haute exécutive de l'Union européenne, le président de la Commission, maintenant est le conseiller, je présume, pas mal payé, du plus grande banque d'investissement du monde sur la question spécifique du Brexit. Ça, c'est vraiment inacceptable. Et Neelie Kroes, elle était auditionnée. Le Parlement européen a soulevé à plusieurs reprises ces questions, mais je vous invite aussi de poser la question au gouvernement du Pays-Bas, qui à l'époque, quand nous avons soulevé ces questions
s'est plaigné que le Parlement européen exagère. Il faut, à mes yeux, aussi réfléchir s'il n'y a pas plusieurs propositions dans les différents États membres que le président de la Commission, le futur président de la Commission, puisse choisir entre différentes propositions. Alors, si vous voulez bien, maintenant, on va parler de vous, de votre avenir. Alors, éclairez-nous, puisque Martin Schulz, votre mandat va être à nouveau en jeu, votre mandat de président du Parlement, et Jean-Claude Juncker, vous soutenez une nouvelle candidature de Martin Schulz ? Il faut veiller à garder une stabilité qui sert bien l'Europe. Et le Parlement européen, sous la présidence de M. Schulz et la Commission européenne sous ma présidence, nous avons trouvé entre nous une intersection vertueuse qui nous permet de travailler ensemble pour l'Europe. Et donc, moi, je voudrais que cette stabilité soit garantie au futur, non seulement à cause de M. Schulz, mais aussi à cause de M. Tusk. Je voudrais que ceux qui sont là et qui coopèrent d'une façon presque exemplaire puissent continuer leur travail. C'est un bel hommage. 7 ans et demi, c'est un très long mandat. En effet, vous croyez à vos chances de pouvoir le faire, ce très grand mandat, ainsi que celle d'ailleurs du Polonais qui est à la tête du Conseil européen, Donald Tusk? Moi, j'investis du matin jusqu'au soir ma force individuelle et politique pour résoudre des problèmes graves. La stabilité en Europe est certainement un argument très important. Alors, il y a un sujet qui mobilise les Européens dans la rue, c'est le traité transatlantique avec les États-Unis. Beaucoup d'Européens y sont opposés. Les négociations ont été gelées, du moins pendant la campagne. Il y a une session de négociation, mais ensuite ce sera suspendu. C'est ce qu'ont annoncé les ministres du Commerce qui se retrouvaient à Bratislava. Est-ce qu'il faut finalement, définitivement, enterrer ce traité, comme le souhaitent les Français ? Je ne crois pas que les Français souhaitent enterrer le traité. Les Français ont exprimé la vue qu'il faudrait que nous arrêtions la négociation parce que les résultats ne sont pas jusqu'à ce jour probants. Il faut faire une différence, une distinction entre l'accord de libre-échange avec le Canada, qui est un accord exemplaire, le meilleur que nous ayons jamais conclu. Il y a aussi des opposants. Oui, enfin, mais il y a aussi des protagonistes. Il y a aussi ceux qui savent lire et qui voient que cet accord est bon pour l'Europe et bon pour le Canada. Vous savez, 1 milliard de commerce extérieur de plus, ça fait 14 000 emplois en Europe. 30 millions d'emplois en Europe dépendent de notre commerce extérieur. Un emploi sur 7 ou sur 8 dépend du commerce extérieur, de nos relations avec le reste de la planète. Donc, il faudra que nous continuions à conclure des accords commerciaux avec les autres. Nous en avons 140. Avec 140 pays, nous avons des accords commerciaux. Donc, il faut faire la distinction entre le CETA, donc l'accord avec le Canada, terminé, il n'y aura pas de renégociation, et l'accord avec les États-Unis, où les négociations jusqu'à ce jour, les négociations qui jusqu'à ce jour ne permettent pas de dire que tous les desiderata européens aient été pris à bord. Et ils le seront. Conserver ce traité transatlantique en négociation, il faut continuer jusqu'au bout? Ou est-ce qu'il est temps de passer à autre chose? Les négociations avec les États-Unis, soyons honnêtes, sur l'autre côté de l'Atlantique, rien ne bouge. Alors nous avons fait des propositions. Le gouvernement des États-Unis n'a pas répondu dans une manière acceptable. Il y a ouvertement, actuellement, aucun compromis. Il y a même sur beaucoup de sujets, même ni une position européenne définie, ni une position américaine. Donc c'est fini? Ça dépend aussi du prochain président des États-Unis. Barack Obama a sollicité d'aller jusqu'à la fin de son mandat, en janvier de l'année prochaine, de conclure. Je ne crois pas que ça aura lieu. Et la prochaine présidente des États-Unis, je l'espère qu'il y aura une présidente, on verra. Mais vous avez vu, madame, puisque vous observez ça de très près,
que le Conseil européen du 27 juin a mandaté la Commission de continuer les négociations, ce que nous sommes en train de faire. Et le mandat de la Commission est très clair. Jamais la Commission ne conclura un accord avec les États-Unis qui ne tienne pas compte des normes et des minima européens. Donc cette idée que l'Europe serait à genoux devant les États-Unis est une fausse conception des choses. Pour redonner du baume au cœur aux Européens, vous êtes aussi en train d'engager la lutte contre l'évasion fiscale avec cette commissaire danoise, Madame Vestager, qui a osé défier Apple en ordonnant de rembourser à l'Irlande 13 milliards d'euros d'impôts jamais acquittés. L'Irlande n'en veut pas, les Américains hurlent. C'est une bataille perdue d'avance? À vrai dire, à peu près tout le monde, beaucoup de journalistes, avaient accrédité l'idée que la commission présidée par Jean-Claude Juncker, ancien Premier ministre luxembourgeois, complice, allié du grand capital, ne ferait jamais rien contre l'évasion fiscale. Nous sommes la première commission à prendre à bord et très vigoureusement la lutte contre l'évasion fiscale. Il y avait un point commun dans notre campagne électorale pour laquelle nous étions souvent critiqués, que c'était trop similarité. Une similarité était le pays du profit et le pays de la taxe. C'était avec mon soutien, avec le soutien du Parlement européen, de la majorité du Parlement européen, le président de la Commission actuelle, Juncker, qui a introduit déjà l'année dernière ce principe. On va se battre pour ce principe, pour l'introduction de ce principe. Et au-delà de tout la réserve que le Parlement doit avoir face à la Commission, là, nous soutenons avec tous nos moyens la Commission dans cette bataille contre l'évasion fiscale. Merci à tous les deux d'avoir très bien illustré finalement ce désir de futur de l'Europe et cette réflexion sur un avenir qu'il faut évidemment rendre plus souhaitable pour les citoyens. Et aujourd'hui, merci à vous d'avoir été en duo sur France 24 et sur RFI. Merci à tous pour votre fidélité. Vous avez pu suivre donc un débat assez exceptionnel. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur RFI ou sur France 24. Vous permettez aussi un merci de notre part à vous, parce que vous êtes parmi ceux qui investissent beaucoup de rendre plus visible et plus compréhensible la politique de Bruxelles. Merci à vous. À très bientôt.